Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Talendier, du ministère des Armées, du Secrétariat général pour l'administration et de la direction de la mémoire, de la culture et des archives, présente la première édition de l'Armée du silence, histoire des réseaux de résistance en France 1940-1945, de Guillaume Pollack, lu par Laurent Moreau. Avant-propos. Retrouvez les réseaux de résistance. Après la défaite de 1940 et l'occupation de l'Europe, des réseaux, dits de résistance, travaillèrent pour le compte des services alliés dans l'ensemble des territoires occupés. Ils employaient des agents secrets, hommes et femmes, majoritairement des civils sous pseudonyme, pour renseigner sur les activités allemandes, assurer le sauvetage d'aviateurs abattus et tombés au sol, organiser des opérations aériennes et maritimes clandestines afin d'acheminer du personnel et du matériel, communiquer par émission radio, procéder à des sabotages. Il n'existe aucune étude globale à leur sujet, seulement quelques monographies. Leurs archives n'étaient pas accessibles jusqu'à récemment, l'analyse systémique se heurtait à leurs pratiques particulières de la clandestinité, tandis que la mémoire, y compris savante, s'était davantage intéressée à d'autres types d'organisations, comme les mouvements de résistance, en charge de l'action politique et de la propagande, et les maquis. Le travail que nous livrons ici est donc inédit. Dans la presse, comme dans certains écrits académiques, l'expression « réseau de résistance » est régulièrement utilisée pour qualifier sans distinction l'ensemble des organisations résistantes sous l'occupation. Les réseaux excitent l'imagination, car ils renvoient à la dimension militaire de la résistance, aux saboteurs attaquant la commandanture locale armes à la main ou dynamitant usines et voies ferrées. Ils inspirent les héros de romans, de films d'espionnage, par exemple autour du personnage de James Bond, ou de séries télévisées, comme Au service de la France ou Le Bureau des légendes. Ils ont parfois été transposés à l'écran, ainsi dans L'Armée des ombres de Jean-Pierre Melville, ou dans Papy fait de la résistance de Jean-Marie Poiret. Ces narrations sont tragiques, romanesques, comiques, voire érotiques. Pourtant, durant la Seconde Guerre mondiale, les réseaux de résistance ont concerné des hommes et des femmes, presque toujours demeurés anonymes, qui ont combattu dans l'ombre et sont morts dans la douleur et l'obscurité. Des résistants se sont élevés contre l'emploi à tort et à travers du terme « réseau » pour désigner leur organisation résistante. L'ancien résistant du mouvement Combat, Claude Bourdet, 1909-1996, dans son ouvrage « L'aventure incertaine », publié pour la première fois en 1975, s'insurge. Peut-être faut-il d'abord dire quelques mots sur une distinction qui est claire pour les anciens clandestins, mais dont j'ai souvent constaté qu'elle ne l'était pas pour la majorité de l'opinion. La distinction entre mouvement de résistance et réseau. Combien de fois m'a-t-on posé des questions sur mon réseau, ou m'a-t-on présenté comme l'un des chefs du réseau Combat? Dans la presse, le mot « réseau » est utilisé de préférence dès qu'il s'agit d'une action de résistance. La littérature, les films y sont pour beaucoup. Un réseau, cela a je ne sais quoi de secret, de romanesque. On évoque James Bond et des coups extraordinaires. Plus profondément encore, l'idée de réseau excite ce qu'on pourrait appeler le complexe de Tintin ou de Superman, l'individu isolé tenant en échec des forces considérables. Je laisse aux psychanalystes le soin de creuser davantage les raisons secrètes de ces images de puissance. Le nom de mouvement, au contraire, évoque la politique. Un mouvement, c'est une organisation comme une autre. Ce n'est vraiment pas la peine de faire la guerre et de laisser occuper un pays pour ne créer que des mouvements. Ce qui est vrai, c'est que l'action des mouvements se prête peu, dans l'ensemble, aux évocations romancées, journalistiques ou cinématographiques, ou alors, c'est dans le cas où elles s'apparentent à celles des réseaux. Claude Bourdet propose donc une définition censée faire la distinction entre les mouvements et les réseaux.
Elle est largement acceptée aujourd'hui par la communauté historienne. Un réseau, selon lui, est un organisme créé en vue d'un travail militaire précis, essentiellement le renseignement, accessoirement le sabotage, fréquemment aussi l'évasion de prisonniers de guerre et de pilotes tombés chez l'ennemi. Les mouvements, eux, ont la charge de l'action politique et de la propagande par l'intermédiaire, entre autres, de la production de tracts, de la publication de journaux clandestins et de l'élaboration d'un programme en vue de la libération. Depuis, paradoxalement, si tout est réseau dans les représentations, rien n'est réseau dans la production scientifique dès lors que ne correspondant pas à la définition de Claude Bourdet. Ainsi, l'historien Julien Blanc rejette l'appellation réseau pour le musée de l'homme. Il critique l'aspect rétroactif du terme apposé en 1946 au moment de la liquidation, mais souligne surtout la distorsion entre l'appellation officielle et la réalité qu'elle est censée recouvrir. Cette réalité qui serait celle décrite par Claude Bourdet, quand bien même elle est proposée 30 ans après les faits. Figure d'autorité, Claude Bourdet a joué un rôle majeur dans la clandestinité au sein du mouvement Combat, puis dans la connaissance du monde souterrain de la résistance lyonnaise. Sa définition n'est pourtant pas moins rétroactive que les relectures opérées au lendemain de la guerre. Elle est proposée en 1975, au moment où la mémoire de son mouvement doit être défendue après l'arrêt de la publication du journal Combat. Surtout, elle suppose que l'identité des réseaux est figée et dans le temps et dans l'espace. Il existerait un idéal type du réseau, caractérisé par des invariants niant l'existence de dynamique chronologique et spatiale. Le musée de l'homme est bel et bien un réseau, mais dont la forme, les structures et les modalités d'action reflètent ce que furent des réseaux en 1940, lesquels n'ont rien à voir avec ceux de 1944, et encore moins avec les définitions de 1946 ou de 1975. En réalité, si Claude Bourdet propose des éléments pour séparer les réseaux des mouvements, ou plutôt de son mouvement, c'est parce qu'il rejette pour ce dernier l'assimilation à une forme d'organisation et à un mode d'engagement qu'il méprise. Que ce soit dans son témoignage en 1946, aujourd'hui conservé aux Archives nationales, ou dans L'Aventure incertaine, il se montre hostile aux services secrets qu'il accuse de vouloir accaparer les forces de la résistance intérieure. Il y défend le primat de la propagande, critique l'incompétence supposée des autres mouvements de résistance et manifeste son hostilité envers l'action des services de renseignement et des réseaux. Selon lui, ces organisations sont greffées de l'extérieur, agentes d'une France libre ou de l'étranger qui complotent pour soumettre la résistance intérieure, laquelle, d'essence strictement franco-française, revendique son indépendance. Il ne cite pratiquement aucune source et ne donne aucun exemple précis pour appuyer un raisonnement que son expérience et son autorité suffiraient à valider. Son texte synthétise les rancœurs nées sous l'occupation entre les différents acteurs de la résistance, unis pour la victoire finale, mais rivaux dans l'exercice du pouvoir, puis dans la compétition mémorielle. Cette définition biaisée ne suffit pas pour comprendre la nature du rôle joué par les services secrets alliés et leurs réseaux dans la France occupée.